Et bonjour à vous, et bienvenue pour la suite de cette série sur la philosophie des sciences. Cette vidéo est la quatrième d'une série qui porte sur le problème de la démarcation, et plus précisément, ce dont on va discuter, nous, aujourd'hui, c'est la philosophie des sciences de Thomas Kuhn, en tout cas, de la manière dont il la présente dans l'ouvrage qui est le plus connu qu'il a écrit, qui est La structure des révolutions scientifiques. Mais pour ça, il nous faut un petit rappel. Dans la dernière vidéo, on a parlé de la sous-détermination des théories par l'expérience. C'est Pierre Duhem qui nous a guidés dans l'examen de l'idée selon laquelle une expérience ne peut jamais complètement réfuter, ni complètement confirmer une idée. C'est-à-dire qu'une hypothèse est jamais seulement isolée. Elle acquiert toujours son sens dans un ensemble théorique, et cet ensemble théorique contient des parties qui sont d'autres hypothèses, par exemple portant sur la définition de ces termes, sur la définition des conditions dans lesquelles cette hypothèse peut s'appliquer à l'expérience. Bref, une théorie, c'est un ensemble d'hypothèses, et de cet ensemble d'hypothèses, l'hypothèse qui nous intéresse, on la tire, c'est une conséquence logique de cette théorie. Et imaginons que le test, l'expérience que fasse le scientifique, conduise à montrer que l'hypothèse qu'il formulait était fausse. Il reçoit une réfutation de l'expérience. Dans ce contexte-là, il ne pourra pas simplement dire que c'est son hypothèse qui est fausse, puisque son hypothèse est le condensé de l'ensemble des autres hypothèses que contient sa théorie. Alors il lui faudra bien plutôt choisir parmi toutes les hypothèses disponibles laquelle qui était fausse. Il n'est donc pas dans une situation binaire, soit c'est vrai, soit c'est faux, mais dans une situation où l'ensemble, la conjonction de toutes les hypothèses que forme sa théorie, trouve une défaillance. Il lui reste alors à savoir quelle est cette défaillance. Ce que défendait Pierre Duhem, c'est que le scientifique doit choisir parmi l'ensemble des hypothèses qui constituent une théorie, laquelle, face à une expérience, il doit rejeter, modifier, arranger, pour pouvoir faire en sorte que la théorie passe l'épreuve. Et c'est pour ces raisons que Pierre Duhem, rompant ainsi avec une tradition du réalisme qui soutient que ce que découvre la science c'est la vérité, et donc qui associe science et métaphysique, rompant donc avec cette tradition, Pierre Duhem soutient qu'il n'y a pas de différence de nature entre la science et le sens commun. Il y a bien plutôt une différence de degré. C'est en affinant la précision du sens commun qu'on parvient à rendre compte d'un plus grand nombre de phénomènes d'une manière plus précise. La science, elle n'est pas en rupture avec le sens commun, elle est plutôt dans un éloignement progressif à l'égard du sens commun. Cette différence de précision, elle est pourtant pas anodine, puisque, en fin de compte, elle amène véritablement à produire une différence de rigueur et de précision très forte avec le sens commun. Mais le cœur de ce qu'on a conclu à la fin de la dernière vidéo, c'est que cette sous-détermination des théories par l'expérience, le fait qu'on ait la possibilité de choisir entre plusieurs hypothèses quand on a une confrontation entre la théorie et les faits, eh ben ça laisse la possibilité que des critères qui sont extérieurs à la pure logique et à la pure expérimentation interviennent dans le choix d'une théorie. Alors on peut se demander, mais quels sont ces éléments extérieurs? Qu'est-ce qui peut intervenir d'autre que la science dans la science? Eh bien, en fin de compte, les exemples sont relativement courants. On peut par exemple penser à des besoins sociaux. Thomas Kuhn lui-même d'ailleurs mentionne le besoin urgent d'un calendrier pour expliquer comment des révolutions comme la révolution de Copernic, qui fait passer la représentation qu'on a de l'univers d'un système centré sur la Terre, géocentrique, à un système centré sur le Soleil, héliocentrique, eh bien, effectivement, c'est ce besoin pressant d'un calendrier, parce que le calendrier de l'époque est pas rigoureux, il y a une dizaine de jours de décalage par rapport à la fin de l'année relativement aux saisons, et de sorte que ce besoin d'un calendrier nouveau pousse les gens et pousse les scientifiques à adhérer à la proposition de Copernic. Mais on peut penser aussi à des contingences techniques. Par exemple, Ampère, dont on a pas mal parlé dans la dernière vidéo, a renoncé à certaines des expériences qu'il avait projetées, tout simplement parce qu'il n'avait pas les moyens techniques de les faire. Donc à ce moment-là, on a un problème un peu intéressant. Il y a des considérations extra-scientifiques qui influencent la marche de la science. Et on peut enfin penser même à des convictions personnelles. Dans la seconde vidéo de cette série, on a montré comment Ørsted, qui a découvert une interaction entre l'électricité et le magnétisme, était mu dans son travail scientifique par la conviction qu'il existe une unité des forces de la nature. Et c'est cette recherche de l'unité qui pousse Ørsted à travailler sur l'interaction entre l'électricité et le magnétisme. Ces trois exemples, influence sociale, contingence technique
et conviction personnelle sont donc autant d'éléments qui sont susceptibles de remplir le trou laissé par la relation entre théorie et expérience. Plus précisément, dans l'ensemble théorique composé d'un ensemble d'hypothèses, ce qui permettrait le choix d'une hypothèse à rejeter, ça serait, en particulier, ses contingences historiques. Attends. Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire qu'il y a des choses parascientifiques, des trucs qui n'ont rien à voir, qui interviennent dans la démarche de la science et qui perturbent son fonctionnement. Ça veut dire que les résultats de la science ne viennent pas que de la science. Cette question, elle est importante, parce qu'en effet, l'histoire, c'est un ensemble de contingences. C'est les particularités des événements qui dépendent d'éléments culturels, qui dépendent de l'avancée de l'humanité dans son histoire, de sorte que toutes ces contingences, si elles se mélangent avec la science, elles ont pour conséquence que dans la science, il y a des éléments non rationnels qui contribuent à son progrès. Dire que le choix des théories scientifiques provient de critères non scientifiques, c'est dire qu'il y a de l'irrationnel dans la science. Il y a un article de 1938 assez important qui a en tout cas initié une tradition justement de discussion sur ce problème en particulier, qui a été écrit par un philosophe qui s'appelle Reichenbach. Et dans cet article, Reichenbach défend l'idée selon laquelle il faut distinguer le contexte dans lequel on fait une découverte scientifique du contexte dans lequel on justifie et on intègre au corps des connaissances scientifiques la découverte qui a été faite auparavant. Cette distinction entre contexte de découverte et contexte de justification, elle permet d'une part d'accepter qu'à l'origine des découvertes scientifiques, il y a une part sinueuse, tortueuse, on passe par les labyrinthes de l'imaginaire humain, de sorte qu'il y a effectivement quelque chose qui ne dépend pas strictement de la raison dans la découverte des idées scientifiques. Cependant, entre la découverte de l'idée scientifique et son acceptation dans le corps des connaissances, il y a tout l'appareil critique. Il y a tout l'appareil de mise à l'épreuve de cette idée qui fait obstacle et qui fait un tri, de sorte que toutes les idées découvertes par l'être humain, évidemment, ne finissent pas par être acceptées comme part entière du corpus de connaissances scientifiques. Ce que nous montre la distinction que formule Reichenbach, c'est que cette relation entre histoire et science, elle est notoirement conflictuelle. C'est pas cette distinction en particulier qui va nous occuper. C'est bien de l'avoir à l'esprit, de la connaître, et elle va sûrement rejaillir d'une manière ou d'une autre dans le cours de la discussion. Cependant, c'est plutôt plus largement au rapport entre histoire et science qu'on va s'attaquer. Parce que là, il est clair qu'un des apports majeurs de Kuhn à la philosophie des sciences, c'est d'avoir mis en valeur la profonde historicité, la dimension historique de la science. Cependant, il est intéressant de remarquer qu'on fait souvent de Thomas Kuhn un auteur qui serait une sorte de détracteur de la science et de la rationalité, qui voudrait montrer qu'en fait les résultats de la science ne peuvent pas être considérés comme véritablement scientifiques, bref, qui dénie à la science la scientificité qu'on lui attribue d'habitude. Et c'est le but de cette série de vidéos, de montrer qu'on se trompe si on fait de Kuhn un philosophe irrationaliste. Pour suivre la distinction qui a été faite dans la dernière vidéo, on ferait mieux de considérer Kuhn comme un philosophe objectiviste, au sens où il ne présuppose pas un état final de la science qui serait parfaitement constitué, qui répondrait exactement à cette scientificité qu'on attend d'elle, mais qui examine la science telle qu'elle se fait dans son histoire. De sorte que le cœur du travail philosophique de Kuhn, c'est de construire, c'est de rendre compte de la dynamique historique de la science. Il est possible de résumer le travail historique de Kuhn, cette dynamique de la science, comme un processus cyclique qui se déroule sur 4 moments. On part d'abord de ce que Kuhn appelle la science normale, dans lequel le scientifique, par des habitudes collectives, et avec des problèmes qui sont définis dans ce qu'il appelle un paradigme, essaye de résoudre des énigmes particulières qui consistent dans des tentatives d'application de la théorie qu'il poursuit à des cas nouveaux. Le second moment de ce cycle que Kuhn construit pour rendre compte de l'histoire des sciences, c'est l'apparition des anomalies. Apparition des anomalies, ça veut dire que dans le cours de la science normale, il y a des phénomènes nouveaux qui sont découverts et qui résistent à l'interprétation standard dans les termes du paradigme. Pourtant, cette résistance, en général, elle est mise par les scientifiques hors circuit, parce qu'elles ne sont pas perçues
au moment où elles arrivent, comme des anomalies. De sorte que ce que fait le paradigme, c'est qu'il force l'interprétation, on pourrait dire, mais on ne peut le dire qu'a posteriori, qu'une fois qu'on a vécu l'histoire des sciences, elle force l'interprétation de ce qu'on pourrait considérer comme des anomalies, comme des parties de la science normale. Pourtant, il arrive des moments où ces anomalies sont soit en trop grand nombre, soit trop criantes, et alors on arrive au troisième des moments que décrit Kuhn, qui est la crise d'un paradigme. La crise d'un paradigme, ça veut dire que les scientifiques perdent confiance en lui, et ça va être le moment où ils vont commencer à chercher, en particulier la nouvelle génération, qui n'a pas été formée dans le paradigme antérieur, des solutions alternatives, des nouvelles théories de l'objet qu'on est en train d'étudier. Si une de ces alternatives est un succès, de sorte qu'elle finit par, précisément, faire une révolution, dans un sens exactement analogue à celui des révolutions politiques, de sorte que le paradigme nouveau qu'elle constitue finisse par s'imposer, c'est-à-dire que les anciens scientifiques et les nouveaux scientifiques se convertissent à ce nouveau paradigme, alors effectivement on voit arriver le quatrième des moments de ce cycle qu'est la révolution scientifique et l'installation d'un nouveau paradigme qui permettra la poursuite du travail dans une science normale, renouvelée, etc. Une fois qu'on a pris conscience de ce cycle, on voit bien que les termes de révolution et de conversion en particulier semblent indiquer que Kuhn donne une réponse négative au problème de la démarcation. Puisqu'il n'y a pas de vraie différence entre le changement théorique et une conversion religieuse ou une révolution politique, alors il n'y aurait pas de distinction entre la science et les autres activités humaines, c'est-à-dire pas de démarcation. La science ne serait alors qu'une activité culturelle comme une autre, Van Gogh, Einstein, même combat. Mais l'objectif de cette série de vidéos, c'est précisément de montrer que c'est une mauvaise lecture de Kuhn, parce que la notion de paradigme est une réponse que Kuhn donne au problème de la démarcation. Kuhn ne rejette donc pas du tout ce qu'on pourrait appeler la scientificité de la science. Et dans la droite ligne de cette série de vidéos, on illustrera les thèses de Kuhn à travers les évolutions de la science de l'électromagnétisme. En particulier, ce qui va nous occuper cette fois-ci, c'est la transition qui a lieu par Faraday de la mécanique de Newton à une physique des champs. Et pour en savoir plus que cette introduction, je vous invite au prochain épisode.